bonjour à toutes et à tous. Alors, nous sommes trois, contrairement à ce que vous voyez sur votre écran. Donc, je vais nous présenter. Dorothée Lombardo, qui est pharmacienne clinicienne en transplantation rénale au CHU de Grenoble. Corentin Guénaud, qui est docteur junior en pharmacie clinique dans le service de chirurgie digestive. Et moi-même, qui suis aussi pharmacienne clinicienne avec une activité en anesthésie-réanimation. Un grand merci au C2DS de nous avoir offert l'opportunité de présenter l'un de nos travaux qui porte sur l'éco-prescription et donc les éco-soins en pharmacie clinique. On va donc vous parler de notre expérience. Alors le contexte, vous le connaissez tous. Il y a toujours cette fameuse figure qui, à chaque fois qu'elle est présentée, euh, attire l'attention sur les pharmaciens. Parce que ces deux grandes barres liées à l'achat de médicaments et dispositifs médicaux font que, c'est vrai, tout le monde se tourne vers nous. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est que finalement, nous ne sommes pas les seuls concernés, que bien sûr, tous les acteurs du circuit du médicament et des dispositifs médicaux, donc les prescripteurs, les pharmaciens aussi, et les infirmiers sont tous concernés pour essayer de réduire ces deux grandes barres. On le voit aussi sur ce schéma sur l'analyse du cycle de vie, que notre rôle est vraiment bien présent, parce qu'il y a toute une partie, c'est vrai, c'est plutôt l'industrie pharmaceutique, mais on voit que l'impact, en fait, dans les ACV est vraiment de la responsabilité de l'utilisateur. Et l'utilisateur, donc, c'est un peu ces trois métiers que je viens d'évoquer. Alors, il y a autre chose aussi qui nous importe, c'est comment réduire l'impact environnemental des médicaments, puisque à partir du moment où les patients prennent des médicaments, il y a une excrétion de ces médicaments et métabolites qui se fait naturellement, qui est ensuite amenée à une station d'épuration, traitée mais imparfaitement, et donc il y a des résidus médicamenteux qui se retrouvent dans les boues d'épandage. Dans les nappes phréatiques, ça peut avoir un impact sur les écosystèmes la flore aquatique, la faune aquatique. De la même façon, quand on donne un antibiotique à un bovin, bah, ça va aussi se retrouver comme ça dans les nappes phréatiques. Et puis, il y a toute une partie de si on ne trie pas très bien nos médicaments non utilisés, qu'on les vide dans l'évier, qu'on les vide dans les toilettes, qu'on les mette dans une poubelle d'ordures ménagères classique. Et là, on risque aussi d'avoir des résidus dans l'environnement. Résidus qu'on retrouve, puisque vous le voyez, il y a des études qui se font dans les flux des eaux urbaines et aussi d'ailleurs les eaux hospitalières. On ne retrouve pas les mêmes médicaments d'ailleurs, comme vous pouvez le voir. Et ça témoigne du fait qu'on peut éventuellement ensuite être exposé dans l'eau potable à la fin à ces médicaments, puisque les stations d'épuration ne sont encore pas à ce jour en mesure de tout éliminer. Alors juste un mot sur la collaboration entre la Société française de pharmacie clinique, la Société française d'anesthésie-réanimation et le collectif d'éco-responsabilité en santé, qui ont récemment publié des recommandations de pratiques professionnelles. Alors c'est ciblé, c'est sur le choix des médicaments et dispositifs médicaux au bloc opératoire, donc avec des grandes recommandations qui peuvent très bien s'appliquer également ailleurs, notamment le fait de réfléchir à la préparation à l'avance des médicaments. On s'est positionné pour dire qu'il fallait éviter de le faire. Même en cas d'urgence, en fait, on peut très bien avoir les médicaments proches, prêts à être préparés, mais ne pas les préparer à l'avance, puisque parfois un grand pourcentage des cas, ils sont préparés mais jetés. Il y a ce positionnement-là qui a été fait, ce qui a amené d'ailleurs à recommander tous les médicaments prêts à l'emploi et notamment les seringues pré-remplies. Et puis aussi le fait de choisir des plus petits conditionnements, les plus petits dosages éventuellement, de standardiser les protocoles. Et un point particulier a été fait sur le propofol, puisque le propofol, c'est un médicament d'anesthésie qui en fait, n'est pas biodégradable dans l'environnement. Et puis, il a une toxicité sur la vie aquatique. Et il faut l'incinérer à plus de 1000 degrés pour l'éliminer. Ça souligne le fait qu'il y a des circuits d'élimination des médicaments et notamment de ceux-là qui sont impactants, qui sont particuliers. Donc, il faut aussi qu'on s'en préoccupe. Alors, la pharmacie clinique, c'est une discipline de la pharmacie hospitalière qui est centrée sur le patient. Le but, c'est d'optimiser la thérapeutique à chaque étape. Par des bilans de médication, la conciliation médicamenteuse, où on peut éventuellement déjà euh, identifier les médicaments qui n'auraient pas d'indication, ou identifier des posologies qu'on pourrait réduire, des voies d'administration qu'on pourrait changer.
l'analyse pharmaceutique des prescriptions, donc ça fait aussi partie de ça. Plus récemment, la possibilité pour les pharmaciens de renouveler, adapter les prescriptions. Donc c'est aussi un levier pour nous d'avoir le prisme éco-prescription quand on fait cet exercice. Et puis aussi le fait d'avoir des entretiens directement avec les patients, parce que j'ai oublié de les citer comme acteurs dans ce circuit, avec les prescripteurs, les pharmaciens, les infirmiers. Et les patients, il faut aussi qu'on arrive à les sensibiliser et avoir ces discussions avec eux sur le bon usage de leurs médicaments et le bon usage de leurs médicaments non utilisés et comment éviter ça. Alors, à Grenoble, au CHU, on a des pharmaciens et des internes en pharmacie clinique qui sont intégrés au quotidien dans 12 unités de soins. Donc, c'est un peu la base aussi, la force du projet qu'on a proposé ensuite, c'est de profiter de leur présence et de leur intégration surtout dans les équipes de soins directement pour une collaboration donc avec tous les autres professionnels concernés et pouvoir les sensibiliser directement sur leur lieu de travail à des moments opportuns. Donc on va y revenir juste après. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'à partir de 2003, dans le service de pharmacie clinique, on a créé un groupe de travail avec les pharmaciens et les internes motivés. On avait comme objectif de sensibiliser nos collègues, à la fois pharmaciens, mais aussi médecins, infirmiers, aux éco-soins, à l'éco-prescription notamment, et à tout ce qu'on peut faire pour éviter les médicaments non utilisés. Euh, Comme je l'ai dit, en profitant de notre position privilégiée du fait de connaître déjà bien les équipes avec lesquelles on travaille. Alors, en faisant des choses simples, mais impactantes. Donc, le but, c'était pas de proposer des choses très, enfin, qui modifieraient vraiment leur pratique dans le fond, mais en tout cas, d'arriver, voilà, avec des propositions simples à appliquer. Et l'idée aussi, c'était de développer la collaboration interprofessionnelle. Alors, avec ce groupe, on a pu participer aux événements organisés notamment par le COPIL de transition écologique du Chuga. Donc, on a fait des stands sur les DIMED, les déchets issus de médicaments, pour expliquer aux gens qui passaient comment les trier, les filières, etc. On a aussi fait une vidéo de promotion. Alors, c'était en collaboration avec le CHU Erasme à Rotterdam, d'un comprimé géant de paracétamol. C'était une opportunité d'expliquer un peu notre projet, de promouvoir la voie orale par rapport à la voie intraveineuse. Donc ce comprimé géant est toujours en train de rouler, vraisemblablement entre la Bretagne et Paris, et il retournera ensuite à Rotterdam. Et puis on a aussi participé à un concours vidéo au congrès de la SFPC avec un Draw My Life. Et donc c'est maintenant qu'on va vous parler de notre projet qu'on a conçu sur les événements de sensibilisation directement dans les unités de soins. Et c'est Dorothée Lombardo qui va vous expliquer tout ça. Bonjour à tous. Alors, notre projet, il a consisté en la mise en place d'événements dans les unités de soins autour des principes de l'éco-prescription, du gaspillage des médicaments et du tri des déchets médicamenteux. Ces événements, ils étaient de deux types. D'une part, des revues de prescription et d'autre part, des staffs paramédicaux. Et comme l'a dit Claire, c'était dans les unités où il y avait soit la présence d'un senior, soit la présence d'un interne en pharmacie clinique, donc où il y avait déjà une collaboration interprofessionnelle qui était mise en place. On a soumis notre projet à deux appels à projets du COPIL Transition écologique du CHU de Grenoble et on a pu obtenir des prix à chaque fois. La différence entre 2023 et 2024, c'est la maturation de notre projet et un peu l'amélioration. Alors, comment on a procédé? On a tout d'abord expliqué le projet et le contexte aux internes de pharmacie clinique parce qu'ils n'étaient pas forcément tous sensibilisés à l'éco-soin. On les a formés, on leur a fourni une boîte à outils pour qu'ils puissent eux-mêmes s'approprier les outils et puis ensuite pouvoir les montrer aux professionnels de santé auxquels ils allaient faire les formations. On leur a fourni un kit d'intervention un peu clé en main avec un mode opératoire pour le déroulement de l'intervention, notamment pour les staffs paramédicaux, des questionnaires à fournir et à faire remplir aux professionnels de santé avant et après les interventions, des vidéos et de la bibliographie pour qu'ils puissent avoir les sources nécessaires. Et ce sont les internes en pharmacie clinique qui sont eux-mêmes intervenus dans leurs unités de soins respectives, donc dans des équipes médicales et paramédicales qu'ils connaissaient.
Alors, pour parler plus précisément du projet de sensibilisation aux équipes paramédicales, donc c'est une durée d'environ 15 minutes, donc c'est une durée relativement courte. La durée était bien sûr adaptée au service de soins et c'était en général vu avec le cadre de santé pour trouver le moment le plus adéquat. Les thèmes qui étaient abordés dans ces staffs, bah, c'était le gaspillage des médicaments et leurs conséquences, le tri des déchets et également les conséquences associées, et un petit focus sur l'impact de la voie intraveineuse par rapport à la voie orale, comme vous pouvez le voir avec l'affiche sur la droite en bas en vert pour des choses qui soient très pratico-pratiques pour les personnels paramédicaux. Et donc, les internes distribuaient un questionnaire avant-après, d'une part pour identifier les participants et également pour récolter leurs ressentis et leurs idées et voir si le staff avait pu les sensibiliser davantage. Ensuite, on avait l'autre partie de notre projet, consistait en des revues de prescription des patients qui étaient présents dans l'unité de soins le jour de la revue de prescription. Ce qu'on voulait, donc, c'était là sensibiliser plutôt le personnel médical à l'éco-prescription et à l'éco-soin. Bien sûr, on voulait garder la même qualité de soins, voire même l'améliorer si possible. Et on basait donc nos interventions sur les principes d'éco-prescription que l'on connaît tous. Donc, identifier tout d'abord les médicaments à déprescrire, parce que ce seront des médicaments qui n'avaient pas d'indication, par exemple. C'est le cas des inhibiteurs de la pompe à protons, par exemple. On a également identifié les voies d'administration à modifier au profit de la voie orale avec un exemple clé qui était celui du paracétamol, ou même pour certains antibiotiques où on a la même efficacité voie orale, voie IV. On a essayé de sensibiliser les prescripteurs aussi à l'identification de médicaments dans une classe thérapeutique avec un indice PBT inférieur. Donc c'était là surtout sur les médicaments qu'ils avaient l'habitude d'utiliser. Donc par exemple, je peux parler pour ma partie en néphrologie sur les médicaments utilisés par exemple dans la fonction rénale. Et ben au sein d'une même classe, leur donner ceux dont l'indice PBT était le meilleur. Et puis aussi un focus sur les inhalateurs avec les gaz propulseurs, dont on sait que l'impact carbone est très important. De la même façon que pour les staffs paramédicaux, on a distribué un questionnaire avant-après pour identifier les participants et récolter leurs ressentis et leurs idées. Alors, pour les premiers résultats, je laisse Corentin prendre la parole. Alors bonjour, moi je vais vous présenter les premiers résultats. Donc les résultats des sensibilisations des équipes paramédicales ont été présentés au congrès de la Société européenne de pharmacie clinique sur la période février à avril 2025. On a pu s'adresser à 82 participants. Comme vous pouvez voir, c'est majoritairement des infirmières et des aides-soignantes, mais on a aussi pu s'adresser à des cadres et des étudiants. Globalement, les gens n'avaient pas trop entendu parler des éco-soins et pourtant on a une légère majorité de participants qui avaient déjà identifié des actions faisables dans le service pour réduire l'impact environnemental dans la routine. Ensuite, on a demandé aux participants de juger leur propre connaissance sur les enjeux environnementaux liés à la santé. Ils ont été jugés plutôt mauvais ou alors assez bons dans la majorité des cas. Et quant à l'accès aux formations ou aux informations, on n'a majoritairement pas du tout d'accès ou assez peu d'accès. Ensuite, les actions qui ont été le plus demandées par les participants ont été le meilleur tri des déchets en un. Ensuite, en 2, on a eu plus de formation du personnel. Et en 3, la promotion de la voie Péros plutôt que la voie IV. Et quant aux freins, en premier, on a le manque de connaissances, suivi du manque de matériel et de budget, et ensuite suivi de problématiques plutôt organisationnelles. La deuxième partie des résultats, donc du coup la sensibilisation des équipes prescriptrices, a été présentée au congrès de la Société française de pharmacie clinique. Sur la même période, du coup, février à avril 2025, on a pu faire environ 7 revues de prescription dans 5 unités de soins. Donc c'était le post-urgence, l'infectiologie, la néphrologie et la réadaptation cardiaque. On a pu analyser 58 prescriptions et 41,4% ont fait l'objet de propositions de modifications. Au total, il y a eu 61 propositions de modification. Je ne sais pas si vous voyez bien sur le graphique en bas, mais on a eu 92% d'acceptation, ce qui témoigne d'un bon accueil des propositions de modification, mais pas d'une acceptation à 100%. Donc ça reste une discussion clinique autour du patient.
Ensuite, les principaux refus, on a eu la brièveté du séjour hospitalier du patient. On a eu quelques craintes de modifier des médicaments qui ne concernent pas la spécialité du prescripteur et quelques difficultés à intervenir sur la prescription du confrère. Les principales classes médicamenteuses retrouvées, c'était en majorité des antalgiques et les médicaments de l'acidité, donc les IPP. Et les modifications qui ont été réalisées, c'était très majoritairement de la déprescription, donc l'arrêt de lignes de médicaments prescrits et l'adaptation de doses, très souvent des diminutions de doses. Hop, je redonne la parole à Dorothée. Pour conclure, donc notre projet, il a été mené, mais il est toujours en cours et il est à poursuivre. Donc, comme on a pu le voir pour le personnel paramédical, les connaissances sont limitées et il y a un accès restreint à l'information sur la transition écologique. L'avantage, c'est qu'il y a une forte volonté d'agir et de changer les pratiques, donc on a bon espoir. Pour ce qui est du personnel médical, les retours ont été globalement très positifs, avec un taux d'acceptation des interventions pharmaceutiques qui a été très élevé, même s'il n'est pas de 100%. Et les revues de prescription donc semblent être un levier efficace pour promouvoir l'éco-conception des soins. L'atout majeur qu'on a au CHU de Grenoble, c'est qu'on a un lien fort des pharmaciens cliniciens avec les équipes paramédicales et médicales, ce qui permet peut-être un meilleur accueil lorsqu'on a mené nos actions. Et la perspective, c'est d'étendre notre projet aux services qui bénéficient de la présence d'externes en pharmacie pour pouvoir élargir un petit peu notre champ d'action. Alors les IP qu'on a formulées, elles rentraient toutes effectivement dans le cadre des éco-soins. Après, on se rend compte que c'est quasiment systématiquement associé à d'autres gains, très souvent économiques, mais aussi souvent organisationnels. Typiquement les relais IV vers Perros des paracétamol. Les équipes paramédicales étaient très contentes du temps qu'on leur faisait gagner. Toutes les voies d'administration parentérale qu'on a pu diminuer aussi, on a un confort qui est amélioré pour le patient. Donc nous, on a tracé uniquement tout ce qui était en lien avec l'éco-prescription, mais en fait, c'est des interventions qui sont réalisées en routine par la plupart des analystes pharmaceutiques. Sur l'organisation du concours, les gagnants avaient-ils un prix? Oui, bah, je peux répondre à cette question. Vous voulez dire un prix financier peut-être? Donc, en effet, le COPIL Transition écologique avait mis un budget sur ces appels à projets, donc ce qui était quand même, on va dire, un progrès, parce que c'est vrai qu'on connaît tous la difficulté des moyens pour mettre en œuvre tout ça. Et donc, ça témoignait vraiment d'un effort de notre direction aussi de mettre un prix. Alors voilà, c'est des prix qui éventuellement peuvent nous permettre aussi de présenter nos travaux en congrès, faire communiquer, etc. Donc c'est essentiellement ça que ça nous a permis de faire. Que vous avez fait ce travail dans un service de gériatrie? Et si oui, avec les mêmes résultats? Alors ce travail a été fait dans un service de gériatrie assez récemment, donc on n'a pas encore analysé les résultats. Je ne saurais pas vous dire ce qu'il en ressort, mais oui, ça a été fait en gériatrie et voilà. En Ça fait, en vous redonne- gériatrie, ça existait déjà, ces revues de prescription, mais avec un prisme iatrogénie. Donc, en fait, ils ont utilisé leur staff existant là-dessus pour faire l'exercice, on va dire, avec le prisme éco-prescription, mais ça se rejoint toujours. Donc, en gériatrie, c'est clairement un endroit où c'est facile à faire. Merci. Alors, d'autres questions? Est-ce que vous avez fait des économies? Et si oui, l'avez-vous quantifié? Et ensuite, on passera la parole à Christelle. Alors, on a fait des économies. En revanche, on ne les a pas quantifiées à l'euro près. Pour quantifier l'impact économique, on a utilisé une échelle qu'on utilise beaucoup, nous, en pharmacie clinique, c'est l'échelle Cléo, mais qui est qualitative. Donc, on ne peut pas vous communiquer un montant précis de ce qui a été économisé. On sait en revanche qu'on a fait des économies. Merci. Christelle? Oui, je voulais avoir une information concernant l'évacuation du propofol parce que vous l'avez évoqué. Les fins de seringue, comment est-ce que vous préconisez de les éliminer? Il faut vider la seringue, ok, mais est-ce que ça se fait dans un sac d'astri ou est-ce que dans les blocs opératoires, vous avez des sacs spécifiques filière du médicament? Dans la mesure où là où je travaille au bloc opératoire, l'élimination des médicaments se fait en DASRI, qui sont incinérés.
Tout à fait. Merci d'avoir soulevé ça parce que c'est vraiment une question récurrente. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'établissements qui font ça avec des dasseries. Il faut savoir que les dasseries sont incinérées à 900 degrés, donc ça détruit pas le propofol. Donc nous, on a la chance au CHU de Grenoble d'avoir un responsable de la gestion des déchets très actif depuis des années et ils ont mis en place les filières spécifiques d'IMED. C'est des seaux en plastique robustes. Alors, on a 4 sortes de seaux, parce qu'il y en a un pour les chimiothérapies anticancéreuses et autres médicaments cytotoxiques, un pour les médicaments périmés type en blister encore, un pour le verre médical et un pour les médicaments liquides. Donc au bloc opératoire, on a le seau médicaments liquides. Alors on laisse dans la seringue parce qu'en fait ça fait un bouillon de culture ignoble si on met les seringues, en fait, si on les vide dans le seau, parce que ça reste quand même quelques jours parfois. Et le propofol, vous savez, ça se contamine très vite. Donc on laisse en seringue. On fait très attention pour les morphiniques d'enlever les étiquettes, etc. Mais en tout cas, pour Propofol, il est vraiment dans cette filière spécifique d'IMED, qui ensuite va être récupéré par une société spécifique qui va emmener ces déchets dans une usine de traitement de déchets chimiques. Et donc là, ils seront brûlés à 1200 degrés. Donc ça éliminera les résidus de Propofol.